Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Codagis. Nous sommes aujourd'hui avec Didier Buzyn et Christophe Leroy. Ils vont nous présenter comment faire face aux cybermenaces grâce à la mise en place d'un SOC. Didier, Christophe, je vais vous laisser la parole. Juste une petite précision avant de démarrer. Les micros sont coupés pendant la présentation, mais vous pouvez poser vos questions via le module questions. Nous y répondrons en fin de session. Christophe, Très bien. Didier, c'est à vous. Ouais, merci Bérangère. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire consacré à notre offre SOC. Donc moi, je suis Didier Buzyn et je serai accompagné de Christophe pour cette présentation. Donc Christophe Leroy, qui est directeur de la Business Unit Digital Security et expert en matière de cybersécurité, n'est-ce pas Christophe? Bonjour à tous, enchanté de vous rencontrer et de pouvoir échanger avec vous sur la problématique des SOC. Très bien, je vais commencer rapidement par vous faire une présentation de notre groupe très rapide. Donc, qui sommes-nous? Donc, le groupe Codagis accompagne ses clients dans les projets de transformation, de déploiement de technologies, mais également dans le support et le maintien opérationnel des infrastructures. Alors, nous intervenons auprès de moyennes et de grandes organisations depuis nos implantations qui sont donc sur Paris, sur Toulouse, Aurillac, Barcelone et puis Monaco. Aujourd'hui, le groupe, c'est à peu près 300 clients, c'est un peu plus de 130 collaborateurs à date, et puis un chiffre d'affaires qui devrait atteindre les 20 millions d'euros d'ici 3 ans. Codagis, nous avons développé 5 expertises fortes au sein du groupe, donc une expertise autour de l'assistance technique et le consulting dans les domaines des télécoms et puis des infrastructures, une expertise autour de l'intégration de solutions, ITSM, ITAM, ITAO, l'expertise AWS, le support aux utilisateurs et puis les services managés et la cybersécurité qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui dans le cadre de cette présentation. Alors, on va aller dans le vif du sujet maintenant. Qu'est-ce qu'un SOC? Alors nous avons commencé par vous définir un peu aujourd'hui comment on définit un SOC. Donc 3 actions sont importantes dans le SOC. SOC, c'est surveiller, analyser et protéger. Donc un SOC, c'est une Security Operation Center, et donc un centre de commande pour les professionnels de la cybersécurité chargés de surveiller, d'analyser, de protéger une entreprise contre les cyberattaques. Je ne sais pas si tu veux intervenir, Christophe, sur le sujet. Vas-y, j'interviendrai là. Bon, ok. Ces activités donc doivent s'intégrer totalement dans la mise en œuvre de la politique de sécurité de l'entreprise. Attendez, je suis pas sur le... Ouais, c'est moi, j'étais plus sur bon socle. Donc, essentiel de définir au préalable et de faire évoluer une stratégie cybersécurité qui soit en adéquation avec les objectifs, le contexte et les contraintes de chaque entreprise. Donc, celle-ci s'appuie notamment sur une évaluation, une gestion des risques orientée sur les besoins métiers réglementaires de l'entreprise. Donc, dans le SOC, on va avoir le trafic Internet, les réseaux d'entreprise, les ordinateurs de bureau, les serveurs, les terminaux, les bases de données, les applications, puis les autres objets connectés qui seront continuellement examinés pour détecter les signes d'un incident de sécurité. Et puis les SOC analystes, qui sont des techniciens, s'appuient sur l'ensemble de ressources, d'outils et d'expertise en cybersécurité, pour analyser, qualifier les alertes de sécurité, pour mettre en sécurité, et puis pour lancer des actions de remédiation en cas d'incident avéré, c'est-à-dire remettre en l'état initial le SI de l'entreprise. Et puis, la plupart du temps, les SOC fonctionnent 24 heures sur 24, car les équipes sont organisées pour suivre en permanence l'activité puis réagir aux menaces, ce qui serait illusoire de penser que finalement une cyberattaque n'aurait lieu que la journée. Donc aujourd'hui, on est effectivement dans un modèle qui nécessite une forte présence. Alors aujourd'hui, oui. Une de nos caractéristiques par rapport à beaucoup de SOC, c'est qu'on n'adresse pas seulement le côté alerte et qualification d'incidents de sécurité qu'on vous remontrait, mais on a fait le choix d'aller un peu plus loin et d'être en capacité de réagir et immédiatement et de façon à mettre en sécurité votre système d'information dès qu'on détecte une menace et gagner ce temps primordial de réaction sur un incident. Alors, quels sont les besoins de nos clients? Donc aujourd'hui, les slides présentent quelques chiffres très parlants. Donc les attaques sont en constante évolution, comme vous savez tous. Plus personne n'est à l'abri. Et puis il faut surtout éviter que l'activité s'arrête du jour au lendemain. Aujourd'hui, 60% des PME ne se remettent pas d'une cyberattaque. C'est assez violent. Donc le SOC a pour vocation de répondre aux préoccupations principales d'une entreprise quant à sa sécurité informatique. Donc le SOC permet le maintien opérationnel et la continuité d'activité
des métiers, tout en s'adaptant aux menaces liées à la connectivité des infrastructures informatiques. Donc sur 4 points, c'est l'efficacité permanente de la protection, sans entraver la production, parce qu'il ne faut pas que ce soit l'amour non plus, et puis bien sûr s'adapter notamment aux nouveaux usages et assurer une continuité de service. En matière de sécurité, il faut en permanence protéger et être à jour. Et tout cela dans un contexte de nouveaux usages. Donc on a vu le développement du télétravail, les smartphones, le nomadisme qui est de plus en plus présent. Mais le SOC, ce n'est pas non plus que surveiller et signaler, c'est aussi mettre en sécurité. Et le temps joue dans le cadre d'une attaque, plus le temps passe et plus la résolution sera complexe. Nous mettons là le doigt sur les avantages de la mise en œuvre d'un SOC dans une organisation. Donc, surveillance continue de la sécurité des équipements, des flux, des données, analyse, qualification des traitements des alertes, des incidents de sécurité, optimisation des contrôles et du suivi des opérations, actualisation et personnalisation des menaces et risques actifs, logiciels et matériels. C'est aussi l'amélioration des délais de détection et de réponse aux incidents de sécurité, sécurisation et accompagnement de la remédiation du système d'information en cas de compromission. C'est aussi la réduction des coûts liés aux impacts et aux conséquences des incidents de sécurité, mutualisation des compétences, facilité d'accès aux experts cybersécurité. C'est aussi la traçabilité fiable concernant les données utilisées dans les activités de cybersécurité post-mortem, conformité légale aux réglementations et standards définis, et puis c'est aussi savoir tracer et sécurisation des traces permettant de poursuivre les auteurs de la cybersécurité. Donc, Christophe, je ne sais pas si tu veux compléter, je pense, sur le sujet. Oui, 2 points qui sont très importants. Le premier, c'est la cybersécurité doit vraiment être un compromis entre sécurité, production, besoins métiers. Si la sécurité vient entraver les besoins métiers, on sait tous que les métiers vont s'empresser de contourner pour pouvoir fonctionner normalement. Donc, le rôle de notre SOC, notre choix dans notre SOC, c'est vraiment d'être au plus près des contraintes et des besoins métiers, de façon à ce que la cybersécurité et la surveillance du SOC s'intègrent parfaitement au fonctionnement normal de l'entreprise, ne soient pas une entrave et qu'on se retrouve avec des personnels métiers qui adhèrent à cette cybersécurité et donc augmentent son efficacité. Le deuxième point, comme le rappelait Didier, c'est cette capacité à réagir immédiatement à une cyberattaque. Le temps de réaction est primordial lors d'une cyberattaque. Plus on isole l'attaque et on active les modules de remédiation, moins l'attaque sera forte et moins elle aura de dégâts. Donc, dans notre choix, c'est ce choix de proactivité, d'être en capacité, en plus de surveiller, de qualifier et de protéger votre système d'information, de définir une capacité d'intervenir immédiatement pour la mise en sécurité en cas de cyberattaque et la remédiation. Merci Christophe pour ces précisions. Alors pourquoi externaliser son SOC? Nous avons pu présenter toutes les contraintes associées et les ressources nécessaires à la mise en place d'un SOC. C'est très souvent pour cette raison que les entreprises passent par un modèle d'externalisation. Parce que externaliser son SOC, c'est bénéficier d'un service d'experts. Une ETI ou une organisation moyenne ne peut pas s'offrir en interne toutes les compétences niveau 1, niveau 2 et expertise. Et l'intérêt de l'externalisation réside donc dans la mutualisation des coûts d'infrastructure et d'expertise. Parce que le prestataire, lui, il va mutualiser et il va contribuer à maîtriser le budget de son client. Le prestataire investit en permanence, il fait bénéficier son client d'une capacité d'anticipation, les coûts de veille technologique sont mutualisés, le prestataire sait absorber les volumes, il est dimensionné pour, et puis il faut aussi parler de la pénurie de compétences, parce qu'il est très difficile aujourd'hui de trouver des compétences en matière de cybersécurité, de sécurité. C'est donc bénéficier d'une multitude d'expertises, être à jour en permanence, mais aussi bénéficier du retour d'expérience des clients. Alors, comment on s'inscrit là-dedans, nous, l'offre Codagis? Notre SOC surveille les données de sécurité générées au niveau de l'ensemble de l'infrastructure IT de l'entreprise, en allant des systèmes hôtes et des applications jusqu'aux périphériques réseau et de sécurité, tels que les pare-feux puis les solutions antivirus. Et en combinant une gamme d'outils avancés et des compétences de nos professionnels expérimentés en matière de sécurité, notre SOC remplit les fonctions vitales suivantes. Donc, c'est surveillance, détection et investigation, triage des alertes des éléments de sécurité. C'est la gestion des réponses aux incidents de sécurité, notamment l'analyse des malwares.
c'est la gestion des renseignements sur les menaces, gestion des vulnérabilités basées sur les risques, traque des menaces, gestion et maintenance des dispositifs de sécurité, développement des données et d'indicateurs pour le reporting, la gestion de conformité. Et donc, notre SOC agit suivant 3 modes différents. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça, Christophe? T'entends pas. Non, on continue, j'interviendrai à la fin. Oui, d'accord, très bien. Donc, notre SOC va effectivement agir selon trois modes différents. Donc, on fait d'abord 2 copies des logs. Donc, le premier mode est la chaîne froide. Hein. On récupère les logs, on les aurate, et puis on les stocke. Le second mode, c'est la chaîne chaude. Donc, on prend les logs et puis on va les analyser. Et puis, un troisième mode dit de chaîne tiède. On va rapprocher des incidents distincts et survenus dans le temps pour analyser si une corrélation entre eux existe. Donc ça peut être, on prend toujours l'exemple de la porte et la charnière où à un moment donné on va avoir une vis qui va être enlevée de la charnière et puis quelques jours plus tard une autre vis, etc. Et pourtant ça n'éveille pas de soupçon. Et au final la charnière va céder. Donc ça peut donner un peu une image de ce qui peut se passer. C'est une approche qui est très très importante, ce côté chaîne tiède, parce qu'on détecte de plus en plus des attaques dites silencieuses, c'est-à-dire qui montent en puissance sur le temps et doucement pour s'installer durablement. Et, on a quelques beaux exemples encore dernièrement d'attaques de ce style-là. Donc la chaîne tiède permet vraiment de corréler des événements distincts et surtout dans le temps pour détecter ce type d'attaque silencieuse et pouvoir immédiatement les bloquer et éviter vraiment la mise en place d'APT sur votre SI et le risque d'avoir une fuite majeure de données, par exemple. Alors notre SOC s'organise autour de différentes ressources. Un module qui surveille et puis une équipe qui analyse et traite. Il est associé à une équipe d'investigation, communément qualifiée de niveau 2 ou niveau 3. Et elle est aidée d'un dispositif de sandbox, donc bac à sable, qui va simuler de façon masquée un environnement informatique et va s'activer ou pas en fonction des malwares qui s'y présentent. Aujourd'hui, 70% des malwares sont détectés dans une première sandbox, 90% dans la seconde et puis 100% dans la troisième. Et puis il existe aussi d'autres dispositifs dits de pot de miel qui ont pour vocation de se faire infecter pour récupérer ensuite les virus et enrichir la base de mise à jour. Christophe, je ne sais pas si tu veux compléter par rapport à ces différents dispositifs. Oui, ça c'était un aspect majeur de notre SOC, c'est cette capacité d'anticipation. L'objectif d'un SOC n'est pas que de détecter des attaques connues, mais aussi d'anticiper sur les nouvelles formes d'attaques. Donc, d'où les pots de miel, et puis surtout de se baser sur l'expertise fine des SOC analystes qui, après avoir détecté des nouvelles façons d'attaque ou des campagnes d'attaque qui se mettent en place, et il y en a encore une dernièrement sur du phishing, vont définir des indicateurs de compromission, définir des nouveaux scénarios d'attaque qui vont permettre de très rapidement détecter ce type de cyberattaque et de pouvoir y réagir. C'est tout un volet d'anticipation basé et sur de la recherche, et sur de l'IA, et sur les différents liens qu'on a avec des CERT, des éditeurs qui remontent ce type d'informations. Alors pourquoi mettons des outils et des hommes? Donc un SOC va pouvoir traiter environ 200 millions d'événements provenant de sources diverses, donc du serveur, d'annuaires, d'équipements de sécurité, etc. Et à ce niveau, seul un outillage automatique est en capacité d'intervenir sur le niveau de volume. Et puis là-dedans, 100 millions de ces événements vont faire l'objet d'une analyse toujours en mode automatisé. Et puis dans tout ça, 150 vont générer des alertes, 150 000, pardon, et puis 150 vont être analysés par un analyste qui, lui, va prendre la main. Donc là, on arrive sur le volet humain. Et puis 20 incidents seront finalement réellement identifiés et traités par ce SOC analyste. On comprend bien dans l'articulation de ce slide l'intérêt des outils, mais la limite des outils aussi. L'outil est vraiment un support pour les expertises des SOC analystes. Les SOC analystes ne peuvent pas gérer et travailler sur 200 millions d'événements pour les analyser. C'est humainement pas possible.
C'est là toute la force des outils sur lesquels ils s'appuient, qui leur permettent de corréler à partir d'indicateurs qu'ils ont rentrés, des paramétrages qu'ils ont faits, des alertes de sécurité, voire des incidents de sécurité, et de se concentrer finement sur tous les incidents potentiellement avérés pour les qualifier, valider ou non qu'il y a un incident, en espérant que c'est non, et pouvoir y remédier de façon efficace et rapide. Merci Christophe. Donc, quelle organisation chez Codagis? Donc aujourd'hui, le point central de l'organisation est le SDM, donc le Service Delivery Manager. C'est un peu la tour de contrôle du dispositif, mais aussi un peu sa mémoire. Donc, il va gérer la relation client, le reporting et les échanges avec les équipes. Son rôle est prépondérant dans l'analyse à froid des événements, parce qu'il peut revenir sur une période de 6 mois et puis corréler les incidents, et puis en déduire une vulnérabilité. En fait, il va chercher les axes d'amélioration, détecter les sources d'attaques ciblées. Donc, c'est vraiment la tour de contrôle, comme je disais initialement, par rapport à l'organisation. Christophe, je pense que tu voulais apporter des précisions sur cette organisation. Oui, le SDM a vraiment un rôle majeur. Ce n'est pas que quelqu'un qui organise et fait le lien entre les équipes du client et nos équipes SOC. Ce n'est pas quelqu'un qui ne fait que reporter l'activité du SOC mensuellement. C'est surtout quelqu'un qui a un rôle de conseil, d'accompagnement sur l'analyse à froid, sur une période plus longue, des événements qui ont détecté le SOC pour amener peut-être des projets d'amélioration de la sécurité. Ça, c'est un point essentiel, mais surtout sur l'évolution des services du SOC par rapport à l'évolution de votre système d'information et de votre entreprise. Les entreprises vivent, les systèmes d'information évoluent, les besoins changent. C'est au travers du SDM qu'on va très rapidement adapter le SOC pour qu'il soit toujours au plus près de votre organisation et de votre fonctionnement. Alors, comment on met tout ça en place? Donc, plusieurs phases sont définies pour mener à bien un projet de SOC. Donc, la phase préparatoire est l'une des plus importantes dans la mise en œuvre d'un SOC. Alors, c'est bien déjà de caler la relation entre nos équipes et puis celle du client. Et puis, c'est aussi d'analyser le niveau de maturité du client, sauvegarde, PRA, etc. Et puis, d'être force de proposition aussi de notre côté. Et puis, c'est de définir ce que l'on va aller chercher, sur quels équipements, où sont placés les collecteurs de logs. C'est de définir le nombre d'événements par jour qui seront à traiter dans le périmètre du client. Et puis, c'est surtout de bien détecter les vulnérabilités qui ne peuvent pas être corrigées et dans lesquelles il faut mettre en place un scénario spécifique dans ce cas-là. Et c'est enfin de définir le périmètre de test, le jouer, et puis passer en mode d'exploitation. Ce volet de détection des vulnérabilités non corrigeables est très important. En théorie, tous les systèmes sont patchés, dernière mise à jour, et tout est fantastique. Dans la pratique, on sait que ce n'est pas vrai, soit par manque de temps, soit souvent par impossibilité de patcher un serveur parce qu'il supporte, par exemple, des logiciels métiers qui n'accepteraient pas ce patch, qui ne pourraient pas fonctionner avec la mise en place de ce patch. Donc, en termes de métier, le besoin est d'avoir ce logiciel métier. En termes de sécurité, on sait qu'il y a une porte ouverte qui ne pourra pas être fermée. Le rôle du SOC, c'est d'intégrer cela et de mettre en place, comme le disait Didier, des scénarios vraiment spécifiques qui vont pouvoir détecter finement le risque d'exploitation de cette porte ouverte pour tout de suite bloquer des cyberattaques qui sont en train de l'exploiter, en prenant en compte que cette porte restera ouverte pour des besoins métiers. Alors le SOC, c'est aussi du reporting. Donc on trouve des points assez classiques dans ce type de prestation, donc périmètre, faits marquants, volumétrie, etc. Et puis c'est surtout d'être force de proposition et d'anticipation. Par exemple, à l'approche des élections électorales, les sites et organisations de partis politiques seront très certainement plus visés par des attaques. Donc il faut prévoir cet aspect-là. Ou alors, lors d'une manifestation sportive, un sponsor est davantage en visibilité et donc doit se préparer à éventuellement être attaqué. Et puis la généralisation du télétravail dans un grand groupe qui implique aussi des changements d'usage, peut être l'occasion d'ouvrir une brèche dans le dispositif de sécurité. Donc en synthèse, effectivement,
Aujourd'hui, nous travaillons avec des technologies éprouvées et puis un dispositif qui est franco-français, qui est cher à nos clients et à nos prospects. Pour rappel, nos implantations associent les sites d'Aurillac, de Strasbourg et puis de Paris, sur Courbevoie. Et puis, nous disposons d'une expertise en interne. Nos équipes s'étoffent. Nous intervenons en propre sur les niveaux 1, 2 et puis sur la partie SDM et l'expertise de l'ensemble de la sécurité. Et la force de notre modèle est de s'adapter à chaque environnement. Nous proposons des offres forfaitaires bâties sur un nombre d'événements estimés et puis en fonction de l'infrastructure de nos clients. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu veux compléter ceci pour finaliser un peu notre présentation. Oui, ce qui est très important à comprendre dans notre approche du SOC, c'est qu'on considère que un SOC n'est pas juste un service externalisé que vous prenez, c'est un vrai partenariat qu'on fait avec vous pour être au plus près de vos besoins, pour vous conseiller, pour vous apporter un ensemble d'expertise qui correspondent à votre environnement, à vos contraintes, et faire évoluer la sécurité au travers de ce SOC, vous accompagner dans l'évolution de la sécurité. Notre choix de SOC est d'être le plus réactif et le plus proche de vos besoins possible, de façon à amener une efficacité optimum et surtout une fluidité de service qui limite fortement votre charge de travail tout en augmentant votre niveau de sécurité. Merci Christophe. Bon, il est 10h24. Merci pour votre participation. Donc, nous restons à votre entière disposition pour échanger sur vos projets. Et puis là, on a quelques minutes pour échanger sur des questions que vous pourriez avoir. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer les questions et on se fait un plaisir de pouvoir vous y répondre là dans les quelques minutes qui nous restent dans le cadre de ce webinaire. Oui, alors Didier, effectivement, nous avons quelques questions. Alors, première question, quels outils pour le SIEM, quelles possibilités de réversibilité à terme? Christophe, tu prends la main? Oui. Alors, allez, je te laisse. On a différents outils concernant le SOC. Les outils SIEM aujourd'hui sont basés sur essentiellement du Fortinet, mais sont complétés par des outils qu'on a développés nous-mêmes. Les Sandbox utilisent des technologies du type Kaspersky, Thread Micro ou Silence, plus des petits modules complémentaires qui ont été développés par nos équipes R&D. L'ensemble des outils marchés qu'on utilise sont des outils reconnus par l'ANSSI. Notre capacité de réversibilité est totale puisque notre approche, là aussi, est de ne pas vous imposer tel ou tel type d'outil. On s'adapte à votre existant. On sait transformer et corréler les logs par rapport à vos équipements existants. Donc, si vous avez, vous, des équipements de sécurité différents ou des solutions que vous avez mis en place, on ne va pas vous demander de les changer, on va s'adapter à elles, on va récupérer ce qu'elles font et on va continuer à maintenir ce service. C'est une souplesse totale pour vous et il n'y a aucune problématique de réversibilité puisqu'on ne vous impose absolument rien en termes d'équipement chez vous. Merci Christophe. Bérangère, est-ce que tu as eu d'autres interrogations? Oui, tout à fait Didier. Alors j'ai une autre question. Est-il possible de recourir à seulement une partie des services proposés dans ce SOC, par exemple uniquement la surveillance des serveurs ou des endpoints? Alors oui, mais je vais essayer de compléter effectivement Christophe sur le sujet. Oui, tout à fait. On a construit le SOC avec différents modules. Vous êtes tout à fait libre de n'en prendre qu'un, juste les endpoints, juste les serveurs, juste les services mail, juste les accès à Internet. C'est un modèle tout à fait simple à mettre en œuvre. Vous pouvez très bien prendre un module et le compléter plus tard avec d'autres. Le seul point que moi je pourrais vous conseiller, c'est si vous choisissez par exemple de ne prendre que la surveillance des endpoints. La première question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous avez quelque chose sur la surveillance des serveurs ou du service mail? Parce que ne surveiller qu'une petite partie du SI et laisser la porte ouverte sur les autres est plutôt contre-productif. Maintenant, c'est votre libre choix. Nous, on saura vous conseiller sur la meilleure approche, mais le choix reste chez vous.
Très bien, merci Christophe. Une dernière question avant de clore le webinaire peut-être. Oui, tout à fait, Didier. Alors, j'ai encore une question. Quelle est la charge de travail qui est supportée par les équipes clients dans l'hypothèse où on externalise l'ensemble du SOC? Alors, c'est une très bonne question. La problématique souvent d'un SOC, c'est que quand il est internalisé, il nécessite beaucoup d'expertises différentes, une charge de travail assez lourde pour les équipes, avec une nécessité de 24/24, puisque malheureusement, les cyberattaquants ne travaillent pas que de 8h à 18h. Quand on externalise le SOC, on bénéficie de l'ensemble de ces expertises, on prend en main l'ensemble des interventions. Votre charge de travail va être de deux ordres. La première, c'est un point d'accès et un point d'échange avec une ou deux personnes identifiées dans vos équipes pour pouvoir mener des actions de remédiation ou des actions d'alerte le cas échéant. La deuxième, c'est un suivi de la gouvernance de l'activité du SOC et de votre cybersécurité avec des reportings mensuels et un échange trimestriel un peu plus long, de l'ordre de 2 heures, pour pouvoir envisager des projets de sécurité plus longs. En revanche, toute la charge de travail de surveillance, détection, qualification, analyse et les actions de remédiation sont quasiment à 100% prises en charge par nos équipes et nos différents experts. Vous bénéficiez de l'ensemble des expertises puisque dans un SOC, ce n'est pas une expertise SOC qu'il faut, mais une vingtaine différentes. Et vous bénéficiez aussi de tout le retour d'expérience qu'on a au travers de nos autres clients. Exemple, la compagnie Dupont subit une attaque d'un nouveau type que l'on détecte, qu'on bloque et qu'on remédie. On va immédiatement mettre une surveillance accrue sur l'ensemble de nos clients par rapport à cette nouvelle attaque, parce qu'il est très probable que si un subit cette nouvelle attaque, cette attaque soit tentée sur d'autres clients partout dans le monde. Donc, ce bénéfice est assez important pour vous. Dernier point, qui est souvent une charge de travail lourde pour vos équipes et qui là, c'est complètement pris en charge chez nous, c'est tout le volet veille, mise à jour et amélioration de la détection, veille sur les nouvelles attaques, construction des indicateurs de compromission, construction des nouveaux scénarios d'attaque. Toute cette partie de recherche, de développement et de mise à jour et d'optimisation de la détection est complètement intégrée au sein de notre SOC. Merci Christophe. Bérangère, je te laisse peut-être le mot de la fin si tu souhaites conclure, si on termine ce webinaire. Alors, j'ai pas mal de questions qui arrivent au fil de l'eau. Alors, je pense qu'en termes de timing, il nous reste un peu de temps. Oui. Du coup, Didier, si c'est OK, je pense que je vais encore poser une ou deux questions. Pour toutes les autres questions où on n'aurait pas le temps de répondre, on vous recontactera. Donc, effectivement, je vois que certains d'entre vous sont intéressés pour qu'on puisse échanger après ce webinaire. Alors, si je relis les questions, comment réagit votre SOC suite à une nouvelle attaque encore inconnue? Est-ce qu'il y a une chance de ne pas être impacté avec votre solution? Alors, comment réagit notre SOC face à une nouvelle attaque inconnue? Déjà, on est très vexé de ne pas l'avoir détecté en amont sur notre veille. Ensuite, immédiatement, on va analyser et mettre un focus pour comprendre, maîtriser cette attaque et mettre en place tout de suite les premières actions de blocage sur le client qui est attaqué. Parallèlement, les équipes de R&D vont travailler pour affiner la de l'attaque et pouvoir mettre en place des mesures de remédiation et de détection et des nouveaux scénarios d'attaque et mettre à jour les outils de détection. Ça, c'est le premier côté. Le deuxième côté, est-ce que vous pouvez ne pas être impacté? Je ne sais pas répondre à cette question, malheureusement. Dans 95% des cas, on va la bloquer en amont et tout ira bien. Il y a toujours 5% des cas sur lesquels on a un risque que vous soyez impacté. Personne ne peut bloquer 100% les attaques. En revanche, on a la capacité
de limiter immédiatement et d'isoler le périmètre d'attaque et de limiter sa propagation pour permettre une remédiation rapide. Merci Christophe. Bérangère, peut-être encore une question. Alors, j'ai pas mal de questions concernant l'enveloppe budgétaire. Quels sont les critères pour la définition du budget? Par exemple, quelle enveloppe budgétaire pour 1000 assets? Alors, le choix qu'on a fait, c'est un choix un peu d'expérience. On sait que beaucoup de modèles de SOC étaient basés sur un nombre de logs mensuels et vous étiez facturé en fonction du nombre de logs traités, ce qui faisait de la fluctuation de facturation, très dur à budgéter, très dur à suivre. Donc, nous, on a fait vraiment le choix d'une enveloppe forfaitaire. On estime une charge de travail initiale et on a, de façon triannuelle souvent, un modèle forfaitaire de facturation qui ne bougera pas. Sauf dans deux cas. Premier cas, vous changez votre périmètre, vous étendez votre périmètre, ce qui arrive assez fréquemment parce qu'on a un niveau de service qui donne envie d'aller un peu plus loin. Et auquel cas, naturellement, on va réviser la charge de travail. Le deuxième cas est si on s'aperçoit que l'estimation qu'on a faite a été soit sous-taillée, soit surtaillée. Ça, c'est ce qu'on fait souvent dans la phase initiale de mise en place du SOC. On a une période un peu probatoire où on va valider que l'estimation qu'on a faite est correcte et cohérente par rapport à la charge de travail. Mais si on s'aperçoit qu'en fait, on a surestimé notre charge de travail, alors on va réévaluer votre budget à la baisse de façon à coller parfaitement au travail qui est fait. Très bien, merci Christophe. J'espère que ça a répondu à la question. De toute façon, concernant les questions autour de l'approche tarifaire, certains d'entre vous nous ont demandé dans le chat comment ça se passait pour avoir une offre tarifaire. Christophe et Didier reviendront vers vous directement par mail ou par téléphone en fonction des informations que nous avons. Et pour toutes les autres questions que nous n'avons pas pu aborder dans ce webinaire, c'est pareil, nous reviendrons vers vous par mail avec des réponses.